Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. En compagnie de Monsieur Pérez sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir la ville de Perpignan puisque nous sommes à l'office de tourisme et que Monsieur Pérez est le directeur de l'office de tourisme. Ça tombe bien, Monsieur Pérez, bonjour. Oui, bonjour. Alors pour commencer, Monsieur Pérez, situons Perpignan pour les auditeurs de Fréquence Évasion qui nous écoutent via Internet, qui ne savent pas obligatoirement où elle se trouve, pour les gens qui sont à l'étranger, évidemment. Et puis nous dire comment venir à Perpignan, tout simplement. Oui, la ville de Perpignan est à l'extrême sud donc de la France. C'est la capitale des Pyrénées-Orientales, la préfecture des Pyrénées-Orientales, la capitale du Roussillon. Elle est au milieu de la plaine du Roussillon. Cette plaine qui est l'aboutissement de la chaîne des Pyrénées, qui se sépare en deux à 80 km à peu près de la mer, qui donne les Albères au sud, qui forment la frontière avec l'Espagne, et les Corbières au nord. Et dans ce triangle un peu isocèle, dont la base est la mer Méditerranée, dans ce triangle se situe en bordure la plaine donc, du littoral, avec 40 km de sable fin et 20 km de côtes rocheuses. Et à l'extrême ouest, vous avez l'Andorre, donc la pointe de ce triangle isocèle. Il faut dire aussi que nous avons, qui surveille la plaine du Roussillon, nous avons notre montagne sacrée, le Canigou. Et anecdote, étymologiquement, Canigou viendrait, je dis bien viendrait, de deux mots latins, canus, qui veut dire blanc, qui a donné chenu, Charlemagne, l'empereur à la barbe chenue, et donc canus blanc, et iugus, qui veut dire joug, mais qui veut dire aussi, en un des premières acceptions, sommet. Donc en gros, canus iugus, ce serait le Canigou, ce serait le Mont Blanc. C'est notre Mont Blanc à nous. Autre anecdote aussi, là, beaucoup plus sérieusement, puisque sur le plan étymologique, c'est une hypothèse. Là, beaucoup plus sérieusement, le Canigou est la montagne sacrée des Catalans pour plusieurs raisons. Et il y en a une, peut-être qu'on oublie trop souvent, c'est que le Canigou est la montagne la plus haute, la plus proche de la mer, pratiquement du bassin occidental méditerranéen. Alors, quelle est l'histoire de Perpignan ? Alors, on dit que il y a la légende et l'histoire. La légende dit qu'un berger descendant des montagnes a trouvé la plaine du Roussillon fort agréable, s'est installé et il s'appelait le père Pignat, qui aurait donc donné Perpignan. En réalité, Perpignan était un petit hameau. Au Xe siècle, en 900 et quelques, apparaît le nom Perpignani. On pense que c'était un légionnaire romain, Perpenna, qui se serait installé chez nous. Il faut partir du principe aussi que la ville la plus prospère avant Perpignan était Russino. Russino, qui est un petit hameau entre Perpignan et Canet, du côté de la mer. Et Russino a donné château Roussillon, le mot Roussillon venant de Russino. Alors vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que Perpignan avait été une capitale d'État. Perpignan peut se comparer pratiquement à Paris. Hein. On est parti dans le surréalisme. Comme disait Dali, Perpignan est le centre du monde. Voilà, on y est en plein. Perpignan peut s'enorgueillir, et ça a fait sa prospérité au Moyen-Âge, a été capitale du royaume de Majorque. Résumé en deux mots, Jacques le Conquérant, roi d'Aragon-Catalogne, a été un des rares rois à couper son royaume en deux pour le distribuer à sa mort à ses deux fils, sans respecter trop le droit d'aînesse. Il a donc donné une partie de son royaume à son fils cadet, qui s'appelait Jacques aussi, et il a créé donc le royaume de Majorque, qui a été un royaume éphémère, certes,
mais très riche pour Perpignan, entre, allez, on va dire à la louche, entre 1250 et 1350, pour que les auditeurs situent, moins de 100 ans, mais très, une période extrêmement riche pour Perpignan. Par exemple, de cette époque datent les 4 plus grandes églises de Perpignan, et notamment la cathédrale. Alors quelles sont ces grandes églises de Perpignan ? Alors nous avons donc la cathédrale qui est accolée à l'église primitive de Saint-Jean-le-Vieux, donc cathédrale Saint-Jean, accolée à Saint-Jean-le-Vieux de 1025. Ensuite nous avons l'église de Saint-Jacques, l'église Saint-Matthieu et tout seigneur, tout honneur, l'église La Réale, qui s'appelle donc La Royale. C'était donc l'église des rois de Majorque. Alors donc à Perpignan, il y a le palais des rois de Majorque. C'est ça. On a le palais des rois de Majorque, qui avait été longtemps occupé par l'armée et donc qui, en quelque sorte, a préservé ce palais. Et c'est vraiment un véritable palais avec, par exemple, 2 petites églises pour le roi, 2 petites chapelles, pour le roi et la reine, avec un passage secret permettant, ce qui plaît beaucoup aux élèves quand on leur fait visiter le palais des rois de Majorque, ça plaît beaucoup, le passage secret permettant au roi d'aller voir la reine. On a même anecdote là aussi. C'était une époque, ce royaume de Majorque était une époque fantastique pour Perpignan à tout point de vue, en matière économique, en matière culturelle, en matière philosophique, en matière sociale. Et un des conseillers techniques, dirions-nous aujourd'hui, un attaché des rois de Majorque, il y en a eu 3 rois, un de ces conseillers s'appelait Ramon Llull. C'était un des plus grands philosophes de son temps. Et nous avons découvert dernièrement, dans justement une chapelle, une fresque. Et cette fresque, après étude et analyse, est apparue une fresque d'écriture koufique et qui disait « Allah est grand ». Donc, nous avons dans une chapelle catholique, des rois de Majorque, qui étaient les gonfanons. Les rois catalans étaient les gonfanons du pape. C'est-à-dire, c'était les porte-drapeaux du pape depuis des temps immémoriaux. Et nous avons donc là, à travers l'esprit, la philosophie de Ramon Llull, on allait vers une espèce de syncrétisme, c'est-à-dire que toutes les religions convergent vers un même Dieu, une énorme tolérance, une énorme fraternité, etc. C'est ce qui, je crois, aussi caractérise Perpignan. Une chose qui caractérise aussi Perpignan, c'est que le premier conseil municipal a eu lieu dans les années 1100 et quelques. Cette envie de liberté, de démocratie, c'est d'ailleurs ce qui caractérise la Catalogne en général, puisque Perpignan est devenue catalane, est devenue française qu'en 1659 au traité des Pyrénées, qui a coupé donc la Catalogne en 2, et cette Catalogne allait de Sals jusqu'au très sud, jusqu'à Valence. Perpignan était la première ville de Catalogne à avoir sa charte des libertés communales octroyée gracieusement. Très souvent on l'achetait, etc. Ce qui voulait dire que les bourgeois de Perpignan pouvaient s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'en 1197, donc il y a plus de 800 ans, Perpignan s'auto-administrait par l'intermédiaire de 5 conseillers municipaux qu'on appelait les consols, et ils étaient dirigés par un consul en cap, un consul en chef, donc un maire, et depuis donc 1197. Perpignan aussi peut s'enorgueillir, si je veux trouver un peu de qualité à ma ville, il y a aussi la fidélité. Perpignan est une des rares villes de Catalogne à avoir une devise octroyée, et nous l'avons par exemple sur tous nos papiers administratifs, une devise octroyée par le roi Jean II d'Aragon. Je résume en 2 mots. Perpignan avait toujours été convoité par les rois de France. Et Louis XI est venu mettre le siège à Perpignan en 3 fois, 3 années consécutives. Il est venu mettre le siège entre 1473 et 1475. Et en 1475, la ville était affamée. On a même eu des cas de cannibalisme. Les gens n'avaient plus rien à manger. Il est prouvé qu'il y a eu des cas de cannibalisme. On mangeait les ennemis. Donc, les Perpignanais ont mangé du français à l'époque. Et résultat, affamé, le consul en cap, le maire, Joan Blanc, dont une plaque commémore sa résistance sur le Castier, sur notre petit château,
le maire a demandé au roi Jean II d'Aragon l'autorisation de se rendre. Et le roi d'Aragon, par lettre patente, donc ce sont ces lettres-là qu'on lit sur la place publique au son du tambour, par lettre patente, a dit que Perpignan était la Fidelissima. Il a autorisé donc les habitants à se rendre à Louis XI, et il a donc dit que, par lettre patente, que la ville de Perpignan était la Fidelissima Villa de Perpignan. C'était la ville de Perpignan qui était la plus fidèle. Voilà. Et depuis, nous avons gardé ce titre. Quand vous allez en Catalogne Sud, vous parlez à des vieux Catalans et que vous dites que vous venez de Perpignan, ils disent « Ah, la Fidelissime !» Ça a marqué les esprits. Alors il y a une légende autour du drapeau catalan, nous en parlions tout à l'heure hors antenne. Il y a plusieurs légendes autour du drapeau catalan. Celle que je préfère, moi, c'est la légende qui fait intervenir Charles. En plus, ce sont deux personnages qui ont existé à cette époque-là. Il est prouvé qu'ils ont existé. Après, nous avons il a été brodé une légende là-dessus, mais une légende qui fait de notre drapeau un drapeau parlant, des armoiries parlantes. Charles le Chauve, donc on est, on va dire au 9e siècle, on est entre 800, tout de suite après Charlemagne, entre 800 et 900. Charles le Chauve, attaqué de toutes parts par notamment les Normands, appelle ses vassaux à la rescousse. Et parmi ces vassaux, il y a un comte, le comte de Ria. Puisque nous sommes dans le surréalisme, Ria est un petit village à côté de Prades, et c'est le village qu'il faut fêter si on veut boire et manger. Parce qu'on n'a qu'à fêter Ria. Bon, ça c'est surréaliste. Mais comme ça on s'en souvient. Donc Ria, à côté de Prades, le comte de Ria qui s'appelle Guiffre le Velu, qui est un Goth, Guiffre le Velu. Donc on a un chauve et un velu, donc on peut s'en souvenir. Guiffre le Velu va à la rescousse du roi Charles le Chauve, et là, blessé au cours de la bataille contre les Normands, le roi Charles le Chauve, pour le récompenser de sa bravoure, trempe sa main dans son sang, et sur son bouclier d'or, trace avec ses 4 doigts les 4 barres. Voilà pourquoi on dit sang et or. Anecdote aussi, il y a eu dernièrement une grande discussion entre les supporters de l'USAP, notre équipe de rugby, et les supporters du Racing Club de Lens. Parce que le Racing Club de Lens en football, et qui est à l'extrême nord, alors que nous on est à l'extrême sud, disent eux aussi qu'ils ont un drapeau sang et or. Et chacun se volait la paternité de ce sang et or. Eh bien, et les uns et les autres peuvent être tranquilles, ils ont tous les deux raison. Et résumé en 2 mots, le royaume d'Aragon et de Catalogne s'associe à la Castille, au Léon et à la Navarre pour former la Grande Espagne. Cette Grande Espagne, pour ne froisser personne, prend le jaune et rouge comme couleur et surtout garde sur le drapeau espagnol, quand vous le regardez bien, le drapeau espagnol, garde les 4 grosses régions qui ont créé l'Espagne. Donc il y a sur le drapeau espagnol le blason catalan. Et ce blason et ce drapeau ont donc fait fureur pendant à peu près la moitié de l'Europe du temps de Charles Quint. Charles Quint avait, du fait des mariages, des successions, etc., et des guerres, avait conquis la moitié de l'Europe avec les armoiries donc du drapeau espagnol. Et il a conquis le nord de la France, les Flandres, les Pays-Bas, une partie de la Belgique, etc., et le nord de la France. Et tous ces drapeaux se sont retrouvés là-bas pendant près de 200 ans. Résultat, la ville de Calais, la ville de Lens, toutes ces villes ont gardé tradition et drapeaux et couleurs espagnoles, mais aussi catalanes. Voilà pourquoi, quand ils disent sang et or, ils ont raison. Ce sont des petits cousins de Guiffre le Velu, du comte de Ria. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous allons marquer une pause. Dans quelques instants, nous retrouverons, juste après la pause, Monsieur Pérez. Nous parlons de la ville de Perpignan. À tout de suite sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Il faudrait avoir une voix aussi puissante que le mugissement de l'océan. Posséder la puissance de 1000 typhons, de 1000 cyclones en pleine furie, pour entraîner le cœur des hommes dans un même élan d'unité. Et qu'on nous dise pourquoi l'amour n'a plus les mêmes droits.
Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours à Perpignan, en compagnie de Monsieur Pérez, qui est directeur de l'Office de tourisme. Nous parlons de la ville de Perpignan, bien entendu. Et juste avant la pause, je voulais vous parler en quelques mots du tourisme, mais surtout de l'artisanat. L'artisanat est quand même assez riche sur Perpignan. C'était sur les pentes du Canigou, qui ne sont plus exploitées malheureusement maintenant, que nous avions des mines de fer. Et la tradition du traitement du fer a toujours été extrêmement renommée au niveau des ferronniers catalans. Je prends un exemple. Il faut savoir que les pontures, c'est-à-dire tout ce ferraillage qui tiennent les portes de Notre-Dame de Paris, donc toutes ces ferronneries ont été faites par 2 ferronniers catalans qui venaient de Barcelone. Il y a une énorme tradition. Et chez nous, par exemple, dans le patio de l'hôtel de ville, qui date justement ce patio de l'époque des rois de Majorque, ce patio, par exemple les poutres du patio de l'hôtel de ville sont de 1318. Vous imaginez, 700 ans. Et nous avons donc toutes ces ferronneries qui sont des ferronneries du fer, donc du Canigou. Et il y a une expression intéressante, originale, en catalan, pour dire que ça dure depuis longtemps. On dit « fa anys i panys ». Ça fait « anys » des années, « i panys » et des serrures. Parce que ces serrures étaient tellement bien faites, c'était vraiment de la belle ouvrage. On s'en servait même comme dot. Alors, Monsieur Pérez, quelles sont les grandes industries qui ont fait les heures glorieuses de la ville de Perpignan ? Alors, bien sûr, il y a le commerce. Nous avons 3 bâtiments essentiels pour l'histoire, pour la compréhension de l'histoire de Perpignan. Ces 3 bâtiments sont d'ailleurs faits exceptionnels, dans le bassin méditerranéen, on peut dire que c'est exceptionnel. Ces 3 bâtiments qui représentent 3 pouvoirs sont juxtaposés, ils sont côte à côte. Ils existent ailleurs, dans d'autres villes, mais chez nous, ils sont côte à côte. Alors, on a le pouvoir local, dont on a parlé, donc l'hôtel de ville qui est au centre, qui date du, on va dire, allez, 14e siècle, avec une salle des mariages magnifique qui date dont le plafond classé monument historique date de fin 15e. C'est un plafond en caisson de style hispano-mauresque, enfin magnifique, il y a toute une histoire et une énorme symbolique. Ensuite, nous avons sur le côté le palais de la députation qui était, si vous voulez, à l'époque, le pouvoir central. Donc on a le pouvoir central, le pouvoir local, et à l'ouest, ou à l'est plutôt, de la place de la Loge, et donc qui se jouxte, qui se touche, nous avons la Loge de Mer, qui est l'ancien tribunal de commerce. Et cet ancien tribunal de commerce, créé en 1400, donc cette Loge de Mer qui existe dans les autres, aussi dans de nombreuses villes du bassin méditerranéen, ces Loges de Mer servait de tribunal de commerce. Le commerce était extrêmement florissant à Perpignan. C'était un commerce essentiellement maritime, puisque nous avons sur le toit de la Loge de Mer, on a une girouette en forme d'énormes caravelles en fer. Alors, Collioure est connu pour ses anchois. Est-ce qu'ici, à Perpignan, il y avait également un trafic d'anchois ? Les deux, Perpignan avait donc ces 2 ou 3 ports. Il y avait Saint-Laurent-de-la-Salanque, Canet et Collioure. Jamais oublié que, par exemple, Collioure était la résidence d'été des rois de Majorque, le château de Collioure. Mais sur Perpignan, il y avait un énorme commerce de draps, de draperie. Les drapiers s'appelaient les parères. Et vous avez énormément de gens, j'ai une collègue par exemple qui s'appelle parère. Ça vient de cette époque. Et ça a vraisemblablement la même étymologie que parure, les parures de drap. Parère, parure, on pense que c'est à peu près la même étymologie. Vous avez, pour vous donner une idée de l'importance de ce commerce, par exemple, on l'appelait le Perpignan, le drap de Perpignan. Il y a ici 6 rues qui étaient consacrées à la fabrication de ces draps. Et ces rues sont reconnaissables très vite puisque toutes s'appellent rue des Fabriques.
Et à l'époque, les fabriques, c'était donc les usines, les manufactures de draps. Voilà. Ensuite, vous aviez tout ce qu'on peut trouver dans une ville de cette importance qui était quand même capitale. On pourrait parler en quelques mots d'un personnage connu qui a fait la vie de Perpignan. Il s'agit de Mayol. Mayol, à tel point que Mayol est présent à Perpignan, à tel point que ça a une de ses principales œuvres, donc La Méditerranée, trône dans le patio de l'hôtel de ville. Une deuxième, la Vénus au collier, je crois, est à la place de la Loge, en bordure de la place de la Loge, et la Vénus sans bras, une des œuvres aussi de Mayol, a fait l'objet d'une souscription par les habitants de la ville. Elle a été exposée à l'hôtel de ville. Elle a été exposée à l'hôtel de ville pour que les Perpignanais puissent voir et juger sur pièce avant de l'acheter. J'ai moi-même participé, donc j'ai un millième de la statue qui va arriver de Perpignan. Un autre homme célèbre que tout le monde connaît, c'est Salvador Dali, dont nous avons fait une émission il n'y a pas longtemps à l'espace Dali à Paris sur Fréquence Évasion. Dali disait que Perpignan, enfin la gare de Perpignan, était au centre du monde. Au centre du monde, qui est la gare de Perpignan, nous aurons dans les 5-6 ans qui arrivent, nous aurons le TGV. Et ce TGV va nécessiter donc la construction d'une nouvelle, l'agrandissement de la gare existante. Et cette ligne, donc Montpellier, Perpignan, Barcelone, qui va mettre Barcelone à moins de 3 quarts d'heure de Perpignan. Donc Perpignan sera effectivement la banlieue proche de Barcelone. On peut dire que Barcelone sera la banlieue de Perpignan. Continuons dans le surréalisme. Et nous allons rénover tout ce quartier. On va en profiter, on va rénover tout ce quartier. Et on va en faire un grand centre commercial aussi, qui s'appellera d'ailleurs Centre commercial Dali, si tout se passe bien. Quel était le sentiment profond de Dali concernant la ville de Perpignan? Est-ce qu'il a dit quelque chose de particulier sur cette ville? Alors, il y a plusieurs points de vue sur ce sujet. Je ne suis pas un spécialiste. Je rapporte ce qu'on dit et ce que j'ai lu. On pense que Dali, comme de nombreux artistes, Dali, lorsqu'il arrivait à Perpignan, c'était un petit peu comme lorsque Picasso ou Pau Casals sont venus en Roussillon. C'était quand même du temps du franquisme. C'était quand même la première gare de la liberté. Ceci explique peut-être beaucoup de choses par rapport à tous les artistes catalans qui ont eu un penchant pour Perpignan. Au-delà du cousinage, nous sommes des cousins, nous sommes la même famille, une même langue, une histoire quand même qui a cessé, mais qu'il n'y a que 305, qui a cessé, une séparation, il y a 350 ans, mais les liens sont toujours là. Et je pense que ceci explique un peu cela, entre autres. Il faut savoir que par exemple, Dali, lorsqu'il envoyait ses tableaux, Gala, donc sa femme, les postait à Perpignan. C'est d'où les liens tissés justement avec des gens de Perpignan. Alors peut-être que Perpignan est au cœur de l'Eurorégion. L'Eurorégion existe entre le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la Catalogne, donc la région autonome de Catalogne, depuis 1991. Les gouvernants, la politique du Languedoc-Roussillon, de Catalogne et de Midi-Pyrénées veulent remettre un coup de fouet à cette Eurorégion, donc elle existe, et Perpignan, vous allez me dire encore Perpignan, après le centre du monde, Perpignan est quand même le siège social de l'Eurorégion. Les présidents de l'Eurorégion se réunissent très souvent à l'hôtel Pams, qui est une maison de maître, à Perpignan. Alors nous allons dire quelques mots sur le tourisme à Perpignan. Il y a de nombreux touristes qui se rendent dans la région chaque année. Que peut-on voir ici à Perpignan? Que peut-on découvrir? Quelles sont les fêtes, les manifestations, les monuments que l'on peut visiter? Voilà, alors, ce qui est incontournable à Perpignan, c'est le Castillet, bien sûr. Le Castillet qui a été transformé. Symboliquement d'ailleurs, le Castillet a été une prison d'État pour Louis XI et ensuite prison après 1659. Symboliquement donc, la flamme du Canigou, qui est qui est le symbole de la liberté,
qu'on allume au sommet du Canigou, où on se retrouve tous, etc. Eh bien, la flamme du Canigou dort, donc symbole de la liberté, de la solidarité, de la fraternité, dort au Castillet. Donc pour nous, c'est une revanche un peu sur l'histoire. Et ce Castillet est devenu le musée Casa Pairal. Donc Casa Pairal en catalan, c'est en gros la maison paternelle. Et dans ce musée, il y a tous les arts et traditions catalanes que je conseille vivement de visiter. Ensuite, nous avons une originalité aussi, encore une autre. On a le plus ancien et le plus grand cloître cimetière. On a la funéraria qui est du 15e, je crois, qui jouxte la cathédrale, où là, les nobles, les prêtres, etc., se faisaient ensevelir dans des enfeux, des espèces de petites chapelles tout le long. Ensuite, nous avons quelques musées aussi, et notamment on a un des plus beaux musées, le musée Puig, musée numismatique, où nous avons une collection de monnaies très 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 intéressante. Et ensuite on a le musée Rigaud, avec beaucoup de peintures, et on a enfin, qui commence à prendre toute sa valeur et un peu d'extension, le musée Russino, voilà, qui est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le musée qui est situé à Château-Roussillon, un hameau à côté qui est sur le territoire de Perpignan, et qui est à la fois un musée et un site archéologique, puisque c'est un site essentiellement, on va dire pour simplifier, un site romain. Et bien sûr, à visiter, nous le disions tout à l'heure, le Palais des Rois de Majorque. Alors, quelles sont les spécialités culinaires que l'on peut ici tester, découvrir, apprécier, je dirais, ici à Perpignan? Vous savez, chaque fois que l'USAP va en finale, les Catalans qui suivent amènent les fagots de sarment et puis les escargots pour faire la traditionnelle cargolade. Ensuite, vous avez l'ouillade, qui est le plat typique, on va dire, qui est le pot-au-feu catalan. Ensuite, on peut parler d'un plat que je conseille, qui est assez rare, mais intéressant. C'est la bouillinade. Et la bouillinade, notamment la bouillinade d'anguille. Donc c'est une espèce de soupe de poisson entre la bouillabaisse et la soupe de poisson, et que je conseille de manger au bord de la mer, autour de l'étang de Sals notamment, du côté du Barcarès. Il y a 4 grandes manifestations ici à Perpignan que l'on retrouve chaque année. Est-ce que vous pourriez nous en parler justement de ces manifestations? À quelle époque, à quel moment on peut les retrouver? Alors, la Festa Major, ça s'écrit Major, Festa Major, donc c'est la fête la plus grande. C'est la fête traditionnelle, c'est la fête du village. Et la Festa Major se déroule donc pendant la Saint-Jean. Et cette Festa Major regroupe un maximum de manifestations pendant tout le mois de juin, des manifestations traditionnelles, comme par exemple les Castellers, ce sont ces pyramides humaines, où on se monte les uns sur les autres sur les épaules pour essayer de faire la tour la plus haute possible. Et je cite toujours un exemple, les Castellers, puisque leur devise qu'on devrait s'appliquer à nous-mêmes et qu'on devrait appliquer partout, dans toutes nos sociétés, dans toutes nos associations, dans tous nos groupements, c'est « entre tots ou farem tot ». En gros, « entre tots », si on s'y met tous, ou farem tot, on fera tout. C'est-à-dire, si on s'y met tous, on peut tout faire. Je crois qu'il y a une symbolique, une philosophie très intéressante. Avant la Festa Major, il y a la procession de la Sanc, qui est pour nous très 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 importante. C'est une tradition qui remonte en 1400, donc c'est une tradition qui remonte au XVe siècle. Et la Sanc est une confrérie de laïcs qui ont un double ou un triple but. Un, faire avancer la foi, mais deux, il y avait un but aussi au Moyen-Âge de miséricorde. Les caparouches, c'est-à-dire ces personnes qui défilent lors de la procession cachées sous un masque pointu,
en catalan, un caparouche. Ces gens avaient pour mission d'accompagner les condamnés à mort dont personne ne voulait, pour éviter le lynchage, etc. Et afin que personne ne soit reconnu, pour éviter les représailles, etc., ils se sont donc mis ce caparouche sur la tête, ce petit chapeau pointu avec le masque. Et c'est donc à une époque où on cherche des valeurs, etc., mais c'est l'inverse d'autres caparouches qu'on connaît malheureusement, style Ku Klux Klan. C'est l'inverse. Là, nous avons à la fois la recherche donc de la foi et en même temps une énorme miséricorde. Donc au mois d'avril, mars-avril, nous avons la Sank. Après, on a la Festa Major. Ensuite, nous avons les estivales, un festival de théâtre, de chant, mais d'un excellent niveau. Et pendant donc la période avec les estivales, couplées aux estivales, nous avons les jeudis de Perpignan, où tous les jeudis nous animons le centre-ville avec 6 ou 7 places, une quinzaine de groupes, chaque jeudi, en gros du 15 juillet au 20 août, sur 6 jeudis. Et ensuite, nous avons en septembre, couplé avec les journées du patrimoine, le marché médiéval, où là, nous retrouvons Perpignan au temps du royaume de Majorque, où nous faisons venir des artisans, des commerçants, qui sont habillés comme au temps du royaume de Majorque, avec des bateleurs, des ménestrels, des troubadours, des jongleurs, etc. Et nous faisons une grande fête. Eh bien, Monsieur Pérez, merci de nous avoir parlé de Perpignan. Nous en savons plus maintenant. Et si les auditeurs de Fréquence Évasion souhaitent avoir des renseignements complémentaires, ils contactent l'Office de tourisme, le numéro de téléphone et sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Merci, au revoir. Merci. Vous êtes sur Fréquence Évasion, nous étions à Perpignan. À très bientôt en Languedoc-Roussillon et partout dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.